Allez, c'est parti, on va se manier. Bon, cette vidéo va porter sur... Donc je continue à philo, là. C'est pas de la politique, enfin, quoique. C'est de la philo. Le titre, je sais pas encore ce que c'est, mais ça devrait être émotion égale raison. Pour une fois, j'ai fait un plan, je vous le montre. Attention, ça va claquer. Tadam! Les profs de philo sont ravis. Les profs en général. Il a enfin travaillé un plan. Bon, donc voilà, un plan en 3 parties, super développé, que je viens de faire en environ 13 secondes. Bon, nickel. Alors, ce petit cours de philo improvisé se place dans le cadre de mon cours général sur la destruction des idoles de la philosophie. Donc voilà quoi. Enfin, c'est du cassage philosophique, de la philo punk, mais très utile. Donc en fait, c'est de la philo à coups de sabot quoi. Pour citer l'autre. Et donc le thème donc c'est émotion égale raison en fait. C'est voilà. Donc ça se place dans le cadre de mon cours sur la destruction du rationalisme, du spiritualisme, de l'idéalisme et de toutes ces conneries. Si vous tout à l'heure je viens d'aller pisser, puis en allant pisser je me suis dit j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo. Donc voilà, il y a des fois il y a des contextes qui te donnent des idées et moi c'était d'uriner. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Et ce que je me suis dit, c'est, en fait, quand tu vas aujourd'hui dans une bibliothèque et que tu consultes le savoir disponible, si tu l'absorbes, enfin ça dépend lequel savoir, mais si tu absorbes toute une partie du savoir qui est enseigné dans les écoles, qui est enseigné dans les lycées et ensuite dans les facs de philo, et puis dans d'autres facs, et puis dans des grandes écoles, et puis blablabla, en fait, tu finis plus con que tu étais avant. Voilà. Donc, beau bilan. Donc, si tu vas dans une fac, tu étudies 5 ans et tu finis plus con qu'avant. Tu vas dans une bibliothèque et tu lis, mettons, toute la philo antique et toute la philo classique, tu finis plus con qu'avant. Voilà. Ou plus conne. Plus conne. Donc, vraiment, chapeau, beau bilan intellectuel de ces sciences, de ces savoirs, de ces institutions. Beau bilan. Ils ont juste détruit l'intelligence en toi et t'ont intoxiqué avec des tas de concepts qui sont des balivernes. Et ces sornettes vont en fait t'apprendre à avoir une vie de merde. Voilà. Et pour eux, c'est très utile parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient te foutre dans un système de production, par exemple, où tu allais être aliéné toute ta vie. Donc tu allais produire comme un hamster qui tourne dans sa roue et tu n'aurais pas de bénéfices. Et toute ta vie, tu serais tellement intoxiqué idéologiquement que tu tournerais comme un hamster et tu t'apercevrais jamais que tu t'es fait arnaquer, quoi. Et que tu as perdu tout ce qui était vital pour toi, en fait. Que tu as abandonné par acculturation, que tu as abandonné tout ce qui faisait tes besoins naturels. Ah, c'est con. Enfin, pour toi, c'est con. Pour eux, c'est super. Parce que eux, ces philosophes-là, ils travaillaient pour le système, ils travaillaient pour la monarchie, ils travaillaient pour l'Église, ils travaillaient pour le système d'oppression politique qu'on a appelé la démocratie grecque, lol, lol, qui était juste une oligarchie. Hein. Il n'y a jamais eu de démocratie grecque. Hein. Arrêtez de nous raconter des sornettes. Hein. Les Grecs n'ont inventé aucune démocratie. Hein. Je suis désolé, il n'y a jamais eu de démocratie en Grèce. Les gens qui avaient le droit de vote en Grèce étaient archi minoritaires. Hein. Donc arrêtez les sornettes. Voilà. Il n'y a jamais eu de démocratie grecque. Hein. Donc nos démocraties modernes ne sont pas du tout les filles de la démocratie grecque. Hein. Désolé, mais c'est... Alors en fac d'histoire aussi, on vous apprend ces conneries, et puis c'est complètement faux. Hein. Bon, donc mon sujet c'est émotion égale raison, et donc l'idée c'est... Bon, donc ma vidéo, celle-là, là, elle va avec la vidéo j'ai cassé 3 pattes au rationalisme. Voilà. Et donc on va continuer à détruire le rationalisme, mais je vais insister sur un truc que j'avais déjà dit l'autre fois, mais cette fois je vais zoomer et puis voilà, développer un peu plus. À chacun, en fait tout est tortueux et tout, mais je suis dans un réseau de sens là, de concepts, de machins, de références. Et donc si vous suivez toutes les vidéos, bon il n'y a personne qui fait ça, déjà une vidéo c'est trop pour vous, mais si vous suiviez, hein, si j'avais un seul élève qui suivait, ou une seule élève qui suivait toute la série, vous verriez que c'est un réseau et il y a un système d'écho, bon, je dirais pas que c'est un système, hein, je ne suis pas un penseur systématique, mais il y a une cohérence interne, quoi. Donc,
si on voulait, on pourrait reconnaître qu'il y a du sens dans tout ça et que c'est pas complètement absurde et que c'est pas si improvisé que ça. Même si, globalement, je ne suis toujours aucun plan. Alors, je ferai remarquer que ma vidéo sur rien, j'avais abouti à l'idée qu'il fallait que je fasse un plan de mes cours. Et puis, ça fait 3 semaines, un mois, j'ai toujours pas suivi une seule leçon de mon cours. Donc, il faudra que je la re-regarde, cette vidéo, elle était pas mal. Elle était pas mal. Il faudra que je la re-regarde et que je me remette un peu sur les rails de mon cours parce que j'ai totalement dévié. Mais j'ai dévié, enfin, voilà, j'ai slalomé dans la même ère philosophique finalement. Donc mon sujet c'est émotion égale raison, humain égale animal, et ensuite je ne savais pas où classer, donc on va parler de Greenberg et du sexe. Alors peut-être qu'on va parler de Greenberg avant, du sexe avant, et en fait là c'est juste une parodie de plan en 3 parties parce que c'est complètement bidon. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. C'est un anti-plan puisqu'on nous a toujours fait faire ça. Il faut faire des plans en 3 parties soi-disant. Genre une structure ternaire du monde. Vas-y, prouve-le, blaireau. Bon, parce que si bien tu peux faire de la philosophie à 8 pattes, de la philosophie araignée, tu peux faire de la philosophie à 1000 pattes, tu peux faire de la philosophie à 4 pattes, tu peux faire de la philosophie arbre, tu peux faire de la philosophie poussière, étoile, tu peux faire de la philosophie comme tu veux, de la philosophie en 3 parties, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. Là encore, hein, c'est tiens, vas-y, rentre bien dans le moule. Ta forme correspond pas du tout, mais vas-y, on va te bourrer là-dedans. Hop, et pendant des années, il te bourre là-dedans et tu finis carré. Bon, tu finis carré en 3 parties, tu comprends plus rien quoi. Voilà, c'est ça qu'ils appellent la formation intellectuelle. Bah super gros, tu m'as complètement détruit, tu m'as coupé de toutes mes sources de vie, je ne comprends plus rien au monde, je suis coupé d'autrui, de la nature et de la matière. Donc voilà, beau boulot la formation intellectuelle, morale, philosophique, historique, scientifique de tout le monde, c'est juste du grand n'importe quoi. Bon. Donc je reprends le constat que la philosophie et les religions à la con ont survalorisé la raison, concept dont j'ai démontré dans l'autre vidéo qu'il était totalement bidon et que ça n'existe pas. Il n'y a pas la raison, désolé, mais tu n'as pas la raison. C'est pas une chose, c'est pas une substance, il y a nulle partie de la matière qui est la raison, donc il n'y a pas la raison quoi. C'est juste c'est une sorte de grille de lecture que tu peux adopter et c'est des lunettes qui vont te changer la forme de l'univers et tu vas plus rien voir en fait. C'est des lunettes qui rendent aveugle. Le rationalisme c'est ça, c'est des lunettes qui te rendent aveugle, qui te rendent myope, qui fait que tu vois plus rien. Donc bien sûr le but de mon discours là est de détruire cet amour qu'on nous a enseigné envers la raison et toutes les injonctions à être raisonnable, à agir de manière raisonnable, à penser de manière raisonnable, à investir de manière raisonnable, à se relier aux autres de manière raisonnable, etc. etc. Alors il faut voir qu'il y a un pan judiciaire dans tout ça, parce que la justice prétend penser avec la raison. Alors elle aussi, elle est rationaliste de bout en bout. Et ce qu'elle trouve rationnel, c'est donc de séquestrer des gens. Alors pour des mots, pour avoir volé un bout de pain, t'as un SDF qui va dans un supermarché voler un sandwich, donc satisfaire ses besoins vitaux, la justice lui met 4 mois ferme, hein, ça s'est vu. Donc tu obtiens de la séquestration quand tu as voulu manger parce que tu es un animal. Waouh. Donc c'est la raison, voilà. Et le culte de la raison aussi, si on pense à ça, quand des philosophes rationalistes ou des politiciens rationalistes sous la Révolution ont voulu rendre un culte à la raison, bon, c'est une époque où on décapitait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce culte. Donc voilà, c'est rationnel de tuer d'autres animaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une idée fausse. Voilà la rationalité. De même, il était rationnel de faire des génocides, selon les génocidaires. C'est-à-dire que eux, de leur point de vue, il fallait qu'ils éliminent des partie entière de l'humanité pour purifier la race, sachant que la race n'est, en fait, quand tu examines scientifiquement, n'est pas un concept du tout. Ben, eux, ils ont fait toute une politique avec énormément d'arguments rationnels pour liquider des millions d'animaux humains de manière rationnelle. Donc par exemple avec des machines, avec tout un système de gestion bureaucratique, donc vraiment toutes les armes de la rationalité, donc ils ont commis des massacres rationnels. Voilà. Alors également, toute l'agriculture est issue d'une gestion rationnelle.
que l'INRA, par exemple, va t'enseigner. Donc l'INRA t'enseigne comment foutre des pesticides partout, des biocides partout, des insecticides partout, etc. Donc la gestion rationnelle de la nature, pour faire pousser notre alimentation, ça revient, d'après eux, à empoisonner toute la nature, empêcher tous les écosystèmes d'exister, donc tuer les bactéries, tuer les champignons, fongicides, bactéricides, fongicides, insecticides, biocides en général. Donc voilà, pour eux, cultiver la mort, c'est ça qui est rationnel, voilà, pour nous nourrir. Alors va comprendre ces gens rationnels, hein. Va comprendre ces gens rationnels qui sont en fait capables de toutes les violences cachées derrière la raison. Bon, pareil, il y a une gestion rationnelle des crises et des colères populaires. Voilà. Alors la gestion rationnelle, c'est des coups de LBD dans la gueule jusqu'à la mutilation. C'est nasser les gens pour les mettre en état de panique, pour les rendre encore plus fous. C'est foncer dans des retraités. Quand tu prends des mecs de 30 ans, tu fonces dedans avec voilà, des armes, des armures. Voilà, tu prends tu prends des athlètes et tu fonces sur des retraités sans défense. Voilà, ça c'est une gestion rationnelle pour les préfets, pour les commandants de police. C'est une gestion rationnelle de la. Voilà, et ils font des séminaires là-dessus. Hein, ils théorisent. Voilà. Donc voilà ce que c'est les gens rationnels. En fait, c'est des gens qui dissimulent leur violence derrière un écran de fumée, derrière des illusions. Voilà pourquoi je dénonce la raison, parce que leur raison, elle est censée être théorique, mais les conséquences pratiques, tu les prends souvent dans la gueule en fait. Quand tu es un animal, un humain minoritaire ou ce genre de truc, la raison, tu la sens passer. Tu la sens passer. Elle te tue, la raison en fait. Donc moi je défends l'émotion du coup. Voilà. J'avais pas du tout prévu de dire ça, mais j'y avais pas du tout pensé, mais voilà, je te le dis. Moi j'ai revalorisé les émotions, alors c'est peut-être le moment de parler de mon texte là. Donc moi j'écris des textes et toi tu les lis pas. Tu vois, on a fait une sorte de deal. Bon, je trouve le deal pas complètement équitable, mais moi j'écris des textes sur internet et toi tu les lis pas, donc c'est pas mal. Donc là je vais quand même essayer de t'arnaquer, de te baiser la gueule, en te lisant mon texte que j'ai écrit il y a 6 ans. Je l'ai écrit le 31 janvier 2015, ça s'appelle Légalisation morale des émotions négatives. Et c'est très important de savoir ce que j'ai dit là pour comprendre ma logique et comprendre pourquoi toute ta vie est fausse en moyenne, sauf si tu es déjà un animal, si tu te reconnais déjà comme un animal, parce que ce sera ma conclusion, je pense, à moins que je change d'avis en cours de route, parce que je ne sais jamais où je vais, je suis un animal, je suis un renard, je ne sais pas si je vais aller à gauche, à droite, je suis un oiseau, je ne sais pas si je vais en Chine ou au Pérou, on verra bien sur la route, ça dépend des courants, ça dépend du vent, ça dépend du soleil, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de mon humeur. Donc je ne sais pas où je vais. Mais peut-être je finirai là-dessus, ou peut-être ça sera une étape, on verra bien. Voilà, légalisation morale des émotions négatives, écrit le 31 janvier 2015. Attention, info, la loi morale a changé, voici la nouvelle loi. Toutes les émotions sont utiles. Ce n'est pas la peine de les réprimer. On juge la vie aux émotions qu'elle nous donne. Une bonne vie va avec de bonnes émotions. Vous devez comprendre ça. Une bonne vie, c'est de bonnes émotions, c'est pas de bonnes raisons. Hein. Alors, il faut que je parle de la raison de vivre. Et il faut que je parle des 4 milliards d'années. Voilà, ici. Alors, de bonnes émotions, ce sont des émotions saines, utiles, intenses, riches. Toutes les émotions qui expriment un besoin sont bonnes. Le besoin de se montrer comme le besoin de se cacher sont tout autant respectables, associés à des émotions. La peur est bonne. Alors, ensuite, je fais la liste. Donc, la peur est bonne quand elle est utile à nous protéger d'un danger, d'une menace, d'un risque. Elle est mauvaise quand elle empêche d'autres émotions de s'exprimer en envahissant, monopolisant le champ émotionnel et quand elle est causée par des stimuli qui sont de faux positifs. Donc souvent on nous dit n'aie pas peur, gère ta peur, bla 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 bla. Bon, conneries rationalistes, conneries stoïciennes. Les stoïciens disaient il faut maîtriser ses émotions, il ne faut pas en tenir compte, il faut les négliger, il faut se maîtriser soi-même, et blablabla. Bla bla bla. Bon, jette-les à la poubelle, tous les stoïciens, là, Marc Aurèle et toute la clique. Poubelle, tu fous le feu, un peu d'essence, ou tu pisses dedans, je sais pas, débarrasse-toi de ces conneries. Ces conneries sont là pour te tuer. Tu n'es pas là pour maîtriser tes émotions. Je vais le dire tout de suite pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est que les émotions ? C'est un système qui a été fabriqué par la nature depuis 4 milliards d'années. 4 milliards d'années de vie sur Terre ont abouti à des cellules, des petits bouts de matière dans lesquels il y a un code génétique. Ces petits bouts s'associent entre eux,
forment des organismes plus complexes, de plus en plus complexes, et ces organismes ont appris, avec une sélection naturelle drastique, c'est-à-dire que des milliards d'individus se sont reproduits encore et encore, associés, confrontés, isolés, séparés, regroupés, pendant 4 milliards d'années, pour aboutir à toute la vie actuelle. Donc pas juste nous, hein, mais les bactéries qui sont sur ma peau, les champignons qui sont aussi sur ma peau, etc. Qui sont partout, et dans l'air, là, il y a partout du vivant. Là, j'ai un plant de basilic, si je prends la terre, il y a des milliards de bactéries là-dedans, de champignons, de levures, de je sais pas quoi. Dans mon ventre, là, il y a 1 kilo de bactéries, levures, champignons, etc. Donc il y a toute cette vie est tout aussi évoluée que nous. Mais toute cette vie, enfin une partie de cette vie, a développé des systèmes d'intelligence très complexes, très puissants, qui sont les émotions. Donc, je ne peux pas laisser dire tous ces blaireaux de philosophes qui sont là depuis 2500 ans, 2000 ans, ou les religieux, allez, 3000 ans, ou voilà, Descartes, 400 ans, 500 ans, Kant, 200 ans, tous ces blaireaux prétendent avoir mieux compris les choses que la vie depuis 4 milliards d'années. Mais arrête tes conneries, tu peux simplement pas rivaliser avec toute la nature, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes, quoi. Ça m'énerve. Je les boufferais, je leur croquerais leur raison, hein. Je leur chierais dessus avec du guano de pigeon. Donc la nature est fortement intelligente, et calomnier la nature comme ça, dire que la nature ne sert à rien, avec des 2-3 connards de philosophes, en général tous masculins, tous riches, tous amis des pouvoirs, que ces gars-là aient compris mieux que la nature, mais ferme ta gueule Marc Aurèle, ferme ta gueule Platon, ferme ta gueule Descartes, ferme ta gueule Nietzsche, fermez vos gueules en fait, fermez vos gueules, voilà, ça suffit, on ne veut plus entendre ces faux savoirs là. Les animaux ont raison, mes émotions ont raison, tes émotions ont raison. Tous ces blaireaux, qui ne sont d'ailleurs pas des blaireaux, puisque les blaireaux, eux, sont des blaireaux. Tous ces faux blaireaux, donc, mais quelque part, des vrais blaireaux, bon, enfin, tu me comprends, quoi. Je slalome un peu, mais bon. Tous ces gens qui croient savoir quelque chose diffusent du faux savoir toxique. Toxique. Ne les écoute pas. Ils te disent de ne pas écouter tes besoins vitaux. Ils te disent de ne pas écouter ta nature. Ils te séparent de toi-même. Ils te rendent aliéné. Ils te rendent fou. Tu ne peux plus gérer le monde. Tu ne peux plus te gérer toi-même. Tu ne peux plus gérer autrui si tu écoutes cette bande de tarés de philosophes. Les rationalistes, les spiritualistes, les idéalistes, avec leurs idées totalement folles, déconnectées du réel, déconnectés de la nature, anti-nature. Voilà. Tous ces gens ont totalement tort. Donc eux, ils te font l'apologie de la raison. Moi, je te fais l'apologie des émotions, parce qu'elle, elle a 4 milliards d'années d'expérience, tandis que ta pauvre raison, bah voilà, elle a fait des génocides, des esclavages, des exploitations qui mettent la vie à genoux, etc., quoi. Voilà. Elle a développé la mort. Donc, entre la raison qui développe la mort, et puis la vie qui a développé la vie, désolé, mais je privilégie la vie. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. Voilà, ça c'est dit. J'ai encore les voisins qui font les marioles. Ils me saoulent. Bon, alors, c'était ma première partie. Je pense que à Hippocane, il m'aurait déjà incarcéré en fait, ou foutu à l'HP, quoi. Bon, mais voilà, j'ai fait 3 semaines là-bas, et puis, allez, ciao. Les savoirs pour bourgeois, tu vois, pas pour moi. Est-ce que j'ai fini là-dessus? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 4 milliards d'années, et puis quoi? J'ai dit un truc que je devais dire, et puis j'ai déjà oublié. Ah, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, alors je vais attaquer ma deuxième partie, comme ça, puis on reviendra en arrière après si on se rappelle de quelque chose. Alors, il faut se rappeler que quand, voilà, bon, ça vient aussi d'un commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur une meuf qui est animaliste et qui soulignait que l'homme a été défini comme homo sapiens, et elle citait un docu d'Arte qui disait que, regardez, il y a plein d'espèces animales qui ont un système cognitif, des émotions, des idées, des pensées, ça se voit bien qu'ils ont un monde, une conscience et tout. Bon, et c'est évident tout ça, ça m'a... Déjà enfant, je le voyais dans le regard d'un moineau, tu vois que le moineau, il te regarde à un moment, le chat, il te regarde, le chat, il vient te voir, il communique, la vache aussi, elle communique,
Tu t'approches d'elle, hop, elle s'approche. Donc elle établit une communication avec toi. C'est pas si tu t'approches d'un bout de bois, t'as pas le bout de bois qui te regarde. Voilà. Je sais pas si tu as déjà rencontré un animal quelque part, mais il est évident que ces animaux ont une conscience, hein, tous ces gros animaux. Même une araignée en fait. J'ai déjà regardé pendant 10 minutes une menthe religieuse. Je faisais du cul nu à poil sur le balcon de ma résidence étudiante. J'étais à poil sur le balcon, bon, je prenais le soleil à Montpellier, et il y a une menthe qui s'est approchée, tac, et qui est restée à 20 centimètres de moi, et on s'est regardé pendant 10 minutes, c'était fascinant. Mais donc, j'ai communiqué avec un insecte. J'ai été fasciné et on s'est regardé dans les yeux pendant 10 minutes. Une menthe religieuse et moi. C'est une des plus belles expériences relationnelles que j'ai connues. C'était presque comme une expérience mystique, sauf qu'il n'y avait rien d'irrationnel et de surnaturel, quoi. C'était parfaitement terrestre, c'était deux animaux qui se regardent, mais elle était devant moi et on voit bien, hein, si elle regarde comme ça, bah là elle me voit pas, mais là elle regarde vers moi. Hein, c'est moi qu'elle regarde. Et moi j'ai des yeux. Et j'ai des yeux qui lui ressemblent en fait. J'ai des yeux de menthe religieuse. On s'est regardé dans les yeux, une menthe religieuse et moi. Donc vous voyez bien que ça se voit qu'il y a une communication entre les êtres. Je dis pas c'est spirituel, hein, c'est pas, il n'y a rien de magique, hein, c'était matériel. Hein. Cette bête elle est matérielle, moi je suis matériel. Mais il y a une grosse communication. Et j'étais très ému. J'avais une émotion qui n'a pas de nom. Ah merde, j'ai complètement zappé ma liste d'émotions. Bon, on va reprendre mon plan alors. Bon. Ludo la mouche. Ludo la mouche. Bon, donc la peur est bonne. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur en fait. Moi je fais souvent des trucs où je me dis putain c'est flippant ce que je fais. Donc je ressens de la peur. Mais j'ai pas peur de ressentir de la peur. Voilà. Et ça c'est vraiment bon. Parce que je vois plein de gens, ils veulent pas se mettre dans des situations de danger où ils savent qu'ils auront peur. Ils ont peur d'avoir peur. Ben, c'est ça la lâcheté en fait. Et le courage, c'est pas la folie d'être complètement inconscient du danger. C'est ne pas avoir peur d'avoir peur. Voilà. C'est ça le courage à mon avis. Et c'est une vertu morale. Pour ne pas avoir peur d'avoir peur, hein, faut pas 3 ans d'éducation à l'armée ou je sais pas quoi. Hein. Faut juste se reconnaître comme étant animal. Voilà. Bon, du coup, ça va me faire ma deuxième partie qu'on va zapper. Donc faut juste se reconnaître animal, donc je suis animal, donc il est normal que j'ai peur quand il y a du danger, donc si je fais un truc, si j'ai envie de faire un truc qui va me mettre en danger, genre aller me confronter à un ennemi, forcément que j'ai peur. Si je vais me battre, j'ai peur avant. Les boxeurs ont peur avant de... Ils ont la boule au ventre, ils savent qu'ils peuvent se faire détruire, qu'ils peuvent mourir des fois, qu'ils peuvent se faire... être handicapés à vie, ils savent qu'il y a des histoires comme ça, que quand tu as pris trop de coups de poing dans la gueule, ben, des fois tu restes, ou tu restes sonné, tu restes handicapé, ils ont peur les boxeurs, ils y vont quand même, voilà, il faut y aller. Donc, tous les guerriers font ça, hein. Donc on ne doit même pas dominer sa peur, on doit juste vivre avec. Tous les artistes font ça, quand tu vas sur la scène c'est flippant. Tu pourrais tout perdre, tu pourrais être ridiculisé, tu pourrais éternuer puis avoir de la morve qui sort, et tu pourrais t'exposer à une humiliation publique. Quand tu es artiste, tu t'exposes et tu as peur. Ben, c'est ça être artiste. C'est vivre avec. Ne pas refouler, ne pas nier, ne pas refuser, accepter. Tu acceptes ta peur, c'est tout. Elle est là pour quelque chose. Et si tu n'avais pas peur, ça ne te protégerait pas contre les conneries. Tu as peur, donc tu essayes de ne pas faire les conneries. T'as peur, donc tu te protèges. T'as peur, donc tu es prudent. Voilà. Bah, ça protège ta vie, tout simplement. Donc c'est vital. Cette fonction est vitale. Elle est fondamentalement bonne, la peur. Alors, sauf quand c'est de la peur d'un danger imaginaire, par exemple, si je suis complètement parano et que j'ai peur d'être envahi par les aliens, là, cette peur est folle, quoi. Il n'y a aucun risque vital, donc, cette peur pourrait être folle. Alors, je vais continuer sur la colère et la haine. Et là, il y a une grosse propagande idéologique qui nous invite à refuser ces sentiments. Et je suis totalement contre. Alors, il y a aussi des lois qui nous menacent. Et je suis actuellement sous le coup de ces lois. Parce que je hais les fascistes, je hais les nazis, je hais la police nazie et néo-fasciste. Donc, j'ai exprimé ma colère, ma haine. Et du coup, ils ont fait des lois contre ça, ces blaireaux. C'est bitard. Voilà. Donc l'État totalitaire français a fait des lois contre ces émotions, contre l'expression de ces émotions. C'est comme si on faisait des lois contre le rugissement,
contre l'aboiement, etc. quoi. Voilà, on en est là. Donc ces lois sont évidemment totalement absurdes, et comme je vous dis, j'ai écrit ça en 2015, ça faisait longtemps que j'étais d'accord avec ce genre d'idée, et du coup, mes mises en examen c'est 2019, bon bah moi j'ai juste appliqué ma morale. Ce qu'il y a, c'est que cette loi elle est complètement archaïque et barbare, elle n'a rien compris, scientifiquement elle est nulle à chier. Donc je suis sous le coup de lois rationalistes qui me punissent de m'être comporté comme un animal. Ce qu'il y a, c'est que je suis un animal. Voilà. Donc j'ai fondamentalement raison, même si c'est évident qu'ils vont me condamner et me séquestrer. Donc voilà, pour m'interdire une expression de colère et de haine, ils vont bloquer mon corps dans une cellule de 9 mètres carrés. En général avec un autocar. Voilà. Super. Super idée. Très rationnel. Très rationnel. Donc la colère et la haine sont bonnes pour rejeter le monde extérieur. Si on ressent une forte menace, elle décharge une tension et engendre une satisfaction identitaire et narcissique, car en haïssant autrui, on affirme le caractère meilleur de ses propres choix, attitudes, valeurs, émotions. On gagne nos combats par la bonne colère. Alors les colères et les haines sont mauvaises quand elles se réalisent en normes sociales et en dispositifs physiques, quand elles s'éternisent ou s'incorporent comme des kystes, ou se développent comme des cancers, au corps physique ou au corps social. Donc la mauvaise colère et la mauvaise haine finissent par génocider l'humanité. C'est typiquement le cas des nazis ou des Turcs contre les Arméniens ou des Hutus, etc. Ils étaient en colère contre des minorités qu'ils accusaient de trucs que ces minorités n'avaient pas fait. Et du coup, ils étaient en colère contre en fait des ennemis imaginaires. Donc du coup, et en haine. Donc du coup, ils ont génocidé des gens qui leur avaient rien fait. Voilà, en les accusant de tous les maux. Ils se sont juste trompés d'ennemis, c'était totalement délirant. Donc ces colères et ces haines sont évidemment... Voilà. Donc les haines aujourd'hui des fascistes, qui sont en fait... De fait, les fascistes sont pillés par les milliardaires. Sauf que eux, ce qu'ils détestent, c'est les migrants. Ou les immigrés, ce qu'ils appellent les immigrés, en général d'Afrique du Nord. Bon, ils se trompent totalement d'ennemis. Voilà, ils sont complètement idiots. Mais ils croient que leur haine est légitime. Bon, c'est complètement bête. C'est inculte, c'est nul. Historiquement, c'est une grave erreur. Sociologiquement, ils ont juste rien compris à leur société. Et voilà. Donc ils veulent tuer des Noirs et des Arabes, comme ils disent, alors que en fait, leurs ennemis, bah, c'est d'autres qu'ils appellent blancs, qui leur ont juste tout pris, quoi. Voilà. Mais ils comprennent pas. Ils remarquent pas. Donc voilà. Bon, voilà. Alors, le mépris. Alors là, c'est pareil. Il y a une grosse répression idéologique du mépris, comme si le mépris était mauvais. Alors, n'exprime pas ton mépris, ne sois pas méprisant, bla 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 bla. Et alors là, le christianisme, bon, je ne l'ai pas encore trop cité, le christianisme, mais il est avec tous ces philosophes que j'ai cités avant, même combat en fait. Hein. Ces gens-là, d'ailleurs, beaucoup sont chrétiens, ces philosophes à la con, hein, Kant, Descartes et machin, c'est des chrétiens. Bon, c'est des gens, en général, les chrétiens, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie, et tu peux leur faire confiance à peu près sur rien. À peu près sur rien. Ils ont des fois un peu de bonté, les meilleurs, mais c'est tout quoi. Ils sont des fois un peu solidaires, mais c'est vraiment tout. Mais sur leur vision du monde, ils ont tout faux, ces gens. Mais déjà, ils croient à un truc, ils croient que quelqu'un a inventé le pétrole, quoi. Écoute, non, il n'y a pas de Dieu qui a inventé le pétrole, gros. C'est des bactéries qui se sont décomposées. Arrête tes sornettes. Donc, voilà, quoi. Bon, donc le mépris est bon, car donc eux, ils disent c'est très mal, ne sois pas comme ça. Voilà, leur code moral est voilà, très répressif, réprime en fait toutes les émotions. Bon, moi je te dis, toutes les émotions sont bonnes et je te le justifie. Le mépris est bon car il nous préserve de ce qui est mauvais pour nous, comme l'animal qui renifle un poison ou commence à mâcher une baie toxique au goût âcre et qui a un réflexe de nausée. Donc, quand tu bouffes un truc dégueulasse, genre tu vois une œuvre d'art qui est nulle, ben moi je te dis putain mais c'est nul, c'est ni fait ni à faire ton truc. Bon, je vois un commentaire sur Facebook, c'est complètement débile. Ben je lui dis putain mais t'es vraiment con toi. Hein. Donc je lui exprime mon mépris en fait. Donc par là, je suis en train de l'informer, je lui donne une information véritable. Moi, je me montre honnête, en fait. Donc il y a le christianisme et les philosophes à la con qui me disent que je suis trop méchant, je suis cruel, je suis pas assez social, je suis des machins. Moi, en fait, je suis juste altruiste et généreux. Je suis en train d'informer un blaireau que c'est un blaireau, quoi. Donc il devrait me remercier. Il devrait me dire merci Ludo, tu m'as enseigné quelque chose. C'est vrai que mon commentaire il est complètement con, maintenant que tu m'as dit pourquoi, etc. Donc je vois pas pourquoi ça serait mal d'exprimer le mépris. Moi, si on me dit que telle ou telle de mes œuvres ou attitudes est méprisable ou que mes vidéos sont méprisables, bon, j'ai désactivé les commentaires, donc tu pourras pas me le dire si tu es fasciste et que tu trouves ça nul. Bon, justement, je me suis garanti contre les agressions de ces
j'ai refusé le débat avec tous, parce que je sais qu'ils sont très nombreux, donc ça aurait été un calvaire de supporter tout ça. J'allais subir des cyberattaques en permanence, du cyberharcèlement. Donc je me suis protégé d'avance, hein, c'est une attitude d'animal ça aussi. J'ai à la fois défendu ma liberté d'expression et je me suis défendu d'office contre les agressions qui ne manqueraient pas d'arriver. Parce que je suis très informé et je sais bien que dès que tu tiens un discours de vérité, tu te fais allumer dans cette société qui est intoxiquée à mort. Donc voilà, si je veux dire la vérité, je suis obligé de me protéger contre des millions d'agresseurs potentiels. Donc voilà. Donc le mépris, arrêtez de déconner, le mépris est bon, exprimez votre mépris. Et moi je reçois en fait, je reçois souvent du mépris mal placé. Par exemple là je viens dans un groupe d'anards, il y a des gens qui m'ont traité de bourgeois. Bon, je n'ai évidemment jamais été bourgeois, je sors d'un ghetto, d'un HLM, mère secrétaire d'abattoir. Bon, j'ai dit l'autre fois aux Africains de ne pas m'appeler monsieur parce que je suis anti-bourgeois. Bon voilà, donc ce mec dans un groupe d'anarchistes, parce que je lui dis que c'est trop con de mettre des coups de pied dans la gueule aux fascistes et d'appeler ça anarchisme, hein, que ces réactions de violence primaire, c'est juste de la violence primaire, donc c'est juste du fascisme en fait, c'est de la domination par la violence et pas par les arguments, donc pas par la vie en fait, donc, et pas par l'exemple de faire des choses constructives. Bah, ce gars-là me répond par de la diffamation en fait, il me répond par des fausses infos. Donc il m'envoie du mépris, mais son mépris est complètement infondé puisqu'il est basé sur une information fausse comme quoi je serais bourgeois. Et regarde dans quoi je vis, bon, il y a du carton, machin, je suis locataire depuis toujours, j'ai jamais été salarié un seul jour, enfin voilà, j'ai aucune des idées des bourgeois, donc c'est complètement débile. Mais donc on reçoit souvent du mépris en fait mal placé. Alors ce mépris-là, évidemment, il n'est pas bon, hein. Par exemple, quand les féministes reçoivent, les vrais, reçoivent énormément de mépris. Bon, bah, par des mecs qui sont eux-mêmes très méprisables. Donc leur mépris à eux est juste mal placé. C'est la mauvaise conscience d'agresseur en fait. Donc voilà. Ou c'est des mecs qui sont trop tristes de ne plus pouvoir agresser. Oh là là. Bon, donc voilà. Donc il y a du mauvais mépris aussi, hein. Mais le mépris est fondamentalement bon. S'il est bien utilisé, le vrai bon mépris, voilà. Si on te donne un truc nul, on te sert un plat qui est dégueulasse, bah tu dis pas merci, j'ai trop aimé quoi. Hein, c'est pas une vertu, ça, c'est de l'hypocrisie. Et puis tu dis à la personne, enfin si tu lui renvoies une information, on m'a déjà invité à des repas, c'était dégueulasse. J'ai dit non, ça je le mange pas, c'est tout. Je vais pas lui dire ah quelle bonne cuisinière, et puis elle va organiser 120 repas comme ça, où tous les gens vont dégueuler à la fin, et puis lui dire que c'est une bonne cuisinière. Mais quel monde, quel monde, quel monde. Regarde, si tu universalises une attitude pareille, tu obtiens un monde de mensonges et où tout le monde vomit en fait. Donc la personne qui te sert un plat dégueulasse, tu l'informes tout de suite qu'elle est une très mauvaise cuisinière, qu'il faut qu'elle arrête ça tout de suite. Enfin, en l'occurrence, je dis femme là, parce que c'était une Allemande là, qui nous a sorti des spätzle imbouffables. Hein. Je préfère manger des crapauds vivants que bouffer ses pattes. Hein. Ne m'en fais plus manger, hein. Je vais te faire manger de tes propres mains hein, si tu continues. Donc, ne m'invite plus. Hein. C'est fini, attends, je bouffe pas sa merde. Attends. Elle était assez mignonne, donc lui lécher le cul, pourquoi pas. Mais manger ses spätzle, non. Non, 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 non. Voilà. Bon, elle avait une grosse voix aussi, j'aime pas trop. Une blonde rugbyman. Il y en a des bizarres, les Allemandes. Bon, peu importe. Donc voilà, alors la tristesse. La tristesse. Plein de gens n'aiment pas la tristesse, ils te disent ne sois pas triste. Bon, allez, encore une connerie. Moi je te dis sois triste. Si tu as des vrais motifs d'être triste, eh ben sois triste. Tu as envie de pleurer, eh ben pleure. Si tu as 1 kilo de larmes dans les yeux, eh ben vide-les, putain, tu vas pas les rester comme ça, et puis voilà, te retenir, puis ça va couler à l'intérieur, ça va puer à force, ça va t'engloutir, tu vas te noyer. Non, pleure, 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 n'importe quand, en public, en privé, seul chez toi, homme, femme, pleure, enfant, pleure, ado, pleure, pleurez, bordel, soyez triste. Si vous avez des vrais motifs d'être triste, laissez passer la tristesse, bordel, c'est comme un orage. C'est comme une averse. Tu vas pas bloquer le ciel pour dire il faut qu'il fasse toujours beau. Arrête tes conneries. Laisse tomber la pluie. Et puis après, la pluie, le beau temps. La tristesse est une manière d'aimer ceux qu'on a perdus ou ceux qui meurent ou souffrent. Elle est bonne car il est bon d'aimer. Elle est mauvaise quand elle empêche de retourner aimer en réalité. Voilà. Donc si la tristesse, par exemple, t'es une femme et puis ton copain t'a quitté. T'es un homme, ta copine t'a quitté. Voilà. Tu perds ton amour. Tu perds ta source de sécurité, de tendresse. Tu perds la personne avec qui tu riais le plus. Tu
perds la personne avec qui tu faisais les courses et tout, bah, c'est super triste, hein. J'ai vécu ça plusieurs fois, j'ai beaucoup pleuré, hein. Quand j'ai perdu Fleur, j'ai vachement pleuré. Pas immédiatement, mais j'ai vachement pleuré. Olivia m'a fait vachement de mal, j'ai pleuré. La rupture avec Kelly, c'était chiante, j'ai pleuré, etc. Il faut pleurer, c'est normal de pleurer. Donc ça, c'est des bonnes raisons de pleurer. Tu perds ton objet d'amour, tu étais attaché, voilà. Ou bien tes parents que t'aimais et qui t'aimaient meurent. Voilà. Ton chat que t'aimais et qui t'aimait meurt. Ou même s'il t'aimait pas et toi tu l'aimais, il meurt. Ah, voilà, le v'là écrasé. Merde, voilà. Mais pleure, 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 c'est trop triste. Pleure. Et tu vas pas pleurer 3 mois non plus. Mais pleure. Voilà, lâche-toi. Et donc c'est mauvais si bah, ça fait 14 ans que ton chat est mort écrasé, et puis tu es toujours en train de pleurer. Bon, attends, tu as des priorités quand même qui sont de vivre. Donc réagir aux tristesses de la vie, c'est normal. Rester en deuil pendant 14 ans, là, t'abuses un peu. T'es pas censé te noyer dans la tristesse éternellement non plus. Reviens, il y a d'autres émotions. Il y a la joie, l'enthousiasme, l'espoir. Donc remonte à un moment, remonte. Ne reste pas non plus, c'est pas une philosophie la tristesse, hein. C'est pas une vision du monde, hein. Reste pas là-dedans non plus. Je te dis, ça doit passer. Fais revenir le soleil à un moment, quoi. Tu arrêtes le robinet, hein. Bon, alors la honte. Bon, émotion la plus pénible. Ils nous disent de ne pas avoir honte. Je te dis qu'il faut avoir honte, bordel. Arrêtez les conneries morales, arrêtez les conneries philosophiques, il faut avoir honte. Si tu fais des conneries, il est normal d'en avoir honte. J'ai honte d'un certain nombre de trucs que j'ai fait. Je ne vais pas vous les raconter parce que j'en ai honte. Mais moi, je me les suis racontés. J'en ai parlé dans ma psychanalyse, j'en ai parlé à divers amis. Des fois, j'en ai parlé sur mon profil Facebook, donc auprès d'amis et d'inconnus, parce que ça me torturait. Et ce n'est pas bon de garder la honte en soi. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Ne gardez pas des hontes. Alors c'est un des seuls trucs où le christianisme est pas mal, parce qu'il a servi de psychanalyse à plein de gens. Donc tu as fait du mal autour de toi, tu vas te confesser au prêtre, tu avoues ta honte. Voilà, donc ça sort. Tu peux avouer. Tu en parles à Dieu dans tes prières. Ben, c'est déjà ça, parce que quand tu parles à Dieu, tu es obligé de t'entendre toi-même. C'est juste à ça que ça sert, hein, parce que Dieu, il t'entend pas. Il en a rien à foutre et il t'entend pas parce qu'il n'existe pas. Donc arrête les conneries, mais au moins si tu te le dis à toi-même que tu as honte, bah c'est pas mal, ça te fait progresser. Voilà. Donc la culpabilité, pareil, hein, si tu te sens coupable, c'est forcément que tu as fait une connerie, hein. Ou alors, enfin, tu es en train de délirer, voilà. Alors, une fausse culpabilité, genre, tu as été violé, puis tu te sens coupable. Bon, non, 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 ne sois pas coupable pour ça. T'es agressé, tu te sens coupable. Non, non, c'est pas toi qui as commencé, c'est pas toi qui as mis la baffe, c'est pas toi qui as baissé le slip. Donc, c'est pas ta faute. Je sais ce que c'est, hein. J'ai connu ces putains de pédophiles, enfin, ces pédocriminels, et donc je sais ce que c'est de me sentir coupable, de pas avoir assez bronché, pas avoir assez protesté. Bon, mais c'est pas moi le pédocriminel, moi j'étais la victime et j'étais enfant, donc cette culpabilité est parasite en fait. Donc celle-là, tu la dégages, mais si toi tu fais des conneries, genre des fois j'ai maltraité des gens qui ne le méritaient pas parce que j'ai projeté, par exemple, mon père sur eux. Mon père qui m'a fait du mal, il y a des gens qui m'ont fait du bien, qui ont été des mentors littéraires par exemple. C'était Monticelli et François Bon, pour ne pas les citer. Et ben ces deux personnes, je les ai agressées dans ma vingtaine. J'ai eu des mauvais sentiments à leur égard, alors qu'ils m'avaient aidé et fait du bien, parce que j'ai projeté en eux, ils se sont mis dans une position paternelle à mon égard. Et moi, j'avais une haine inconsciente vis-à-vis de mon père, que j'aurais dû exprimer à mon père, mais je ne pouvais pas puisqu'il m'avait abandonné et qu'il n'était pas là. Donc j'ai transposé, j'avais besoin de haïr une figure paternelle, donc je les ai haïs eux, haïs eux, c'est bizarre, mais je les ai détestés eux, pour de mauvaises raisons. Donc là, je vous présente mes excuses, je n'aurais pas dû faire ça. Mais j'étais un jeune homme inconscient, lourdement traumatisé, je ne maîtrisais pas ma haine. Donc maintenant je le redis, ma haine était destinée à Michel Bablon, et pas à François Bon et à Raphaël Monticelli. Ces gens-là ne méritaient pas ma haine et mon mépris. Ils n'étaient pas les vrais destinataires. J'ai projeté parce que j'avais personne sur qui me venger en fait. Et j'avais besoin de me venger, et il est bon de se venger. Si je pouvais lui foutre des coups de pelle à Michel Bablon, ben je le ferais. Je lui mettrais des grands coups de poing dans la gueule en fait. Si je le croise ce mec-là, je le détruis. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas où il est, donc ça laisse une émotion insatisfaite en moi. C'est dommage. Alors, le désespoir nous signale qu'on va ou qu'on veut mourir.
Donc c'est très utile parce que notre fonction principale c'est de vivre. Nous sommes des animaux, nous sommes des êtres vivants. Nous sommes faits pour vivre. C'est notre fonction essentielle. Et quand les philosophes se demandent pourquoi nous sommes là, et qu'ils se demandent si nous ne serions pas là pour réaliser la raison dans l'histoire, ou des conneries comme ça, ou les plans de la providence de Dieu et machin, non, en gros, c'est pas la peine d'aller couper les cheveux en quatre pour nous trouver des explications totalement farfelues. Hein. Pourquoi tu es là? Tout simplement, tu es là dans la longue lignée des êtres vivants qui se reproduisent. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Ne cherche pas de raison à ta vie. Tu sais, une raison qu'on ne verrait pas, qui serait cachée derrière le sens du monde, qui serait cachée derrière le monde, etc. Non, non, ta raison, elle est ici, près des pissenlits, près des fleurs, près des sapins, près des coccinelles, près des chats, voilà, près des autres humains. Ta raison de vivre, elle est ici, c'est tout. Hein. Elle est dans ton corps. Tu es là pour vivre. La vie, elle t'a pas dit ce que tu devais faire de ta vie. Elle t'a dit tu dois respirer, tu dois maintenir ta température, tu dois bouffer, tu dois copuler. Et même si tu n'as pas envie, ça t'obsède. Et tu choisis pas. Hein. Tu as des hormones normalement en toi qui font que toute ta vie tu vas y penser, tu vas bander ou mouiller le matin, etc. La nuit, tu vas faire des rêves, etc. Ça va t'obséder. Alors je voulais en parler, du sexe. Tu veux bien faire le zoom toi? Voilà. Greenberg, le sexe. Bon, j'ai pas encore parlé de Greenberg. On va y venir. Donc, quand ils cherchent la raison de vivre des gens, les raisons d'être et tout, ben, il n'y en a qu'une, hein, tu es là pour vivre. Et après, le contenu que tu donnes à ça, ben, c'est à toi de voir, puisque tu es libre. Il n'y a pas de Dieu ou de philosophe qui a écrit la vie avant toi, quoi. Donc, tu es là pour vivre, pour respirer, pour aimer, voilà, pour faire des enfants. Donc, en disant ça, j'ai déjà pensé à ça tout à l'heure un petit peu. Enfin, ça m'est juste traversé l'esprit. Mais en disant ça, je ne veux pas dire que tous les corps humains ou tous les êtres vivants sont obligés de se reproduire. La preuve, moi qui dis ça, je n'ai pas d'enfant. Parce que je n'ai pas trouvé les bons partenaires, bon, les bonnes partenaires. Mais j'en reste pas moins convaincu qu'on est là pour ça. Mon corps, il a été fait pour se reproduire. Il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion et que je n'ai pas voulu. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a une obligation, notamment pour les femmes, de se reproduire. Hein. Je valide totalement la liberté de refuser la logique naturelle. Mais on est là pour ça. Il faut reconnaître que c'est notre nature. C'est tout. Et on en fait ce qu'on en veut, c'est tout. Bon, voilà. Donc, les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être considérées comme des mères, comme des futures mères qui doivent, parce que c'est ça que dit la religion, hein. Enfin le christianisme, et l'islam aussi, et puis beaucoup d'autres, ils te disent non, tu dois être mère, tu dois être mère. Une femme, c'est forcément une mère. Mais non, mais non, mais non. On est fait pour ça. Ah oui, c'est aussi pour ça beaucoup de discours homophobes sont basés là-dessus. Beaucoup de haine homophobe. Donc pour moi, ça, c'est des haines infondées. Hein. C'est des haines irrespectueuses de la liberté des corps. On a tout à fait le droit de détourner la sexualité. On est là pour se reproduire. Mais il n'y a rien qui dit que c'est une obligation absolue, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais voilà. On en fait ce qu'on en veut de nos obligations naturelles, en fait. On en fait ce qu'on en veut. Parce qu'on a un cerveau. Voilà. Donc on a une capacité de maîtrise de tout ça. Et je te dis pas que c'est rationnel. Voilà. Donc le désespoir nous signale qu'on va ou qu'on veut mourir. Si on souffre beaucoup, c'est consolateur. Cependant, à haute dose, c'est vraiment toxique. Il faut s'en méfier et changer de phase, repasser à l'action en mobilisant les émotions positives de désir, d'envie, d'imagination, etc. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des émotions avec ça, des émotions négatives. Donc voilà, c'est déclaré, ça vaut universellement pour tout le monde sur tous les médias d'expression présents et à venir. C'était la conclusion de mon texte. Donc vous voyez, toutes ces émotions négatives ont été lourdement calomniées par beaucoup de philosophes rationalistes, idéalistes, spiritualistes, essentialistes et tout ça, toute la clique. Donc c'est vraiment, là je te cite 90% de la philo en fait, hein, parce que de mon école, moi c'est ultra minoritaire. Hein. Vous allez peut-être me répondre, ah ouais, mais du coup ça veut dire que t'as tort. Ah non, c'est pas pour ça, hein, parce que c'est pas parce que t'avais des millions de gens qui étaient inscrits au parti nazi en 35, mettons, que le nazisme avait raison, quoi. Et puis de l'autre côté de la frontière, c'était des communistes, soi-disant, et puis bon, et tu vois que 50 ans plus tard, ils ont complètement changé, donc c'est pas parce que tu as une majorité dans un sens à un moment, un tout petit moment historique, parce que voilà, je rappelle, il y a 4 milliards de vies, donc là, il y a une goutte d'eau, il y a un laps de temps ridicule, où il y a une dominante rationaliste, mais c'est ridicule, quoi, hop,
c'est un pet de libellule, ça va disparaître tout ça, hein. Bon voilà. Alors je reviens à mon idée que humain et animal. Donc plein de philosophies, plein de pseudosciences ont voulu distinguer l'homme et l'animal. Donc ils disent il y a l'homme et il y a la nature. Donc Dieu il a créé la nature, puis ensuite il a créé l'homme, ou bien il y a des philosophes, des scientifiques, machin, qui disent ben voilà, on va distinguer l'homme, alors ils disent jamais la femme, hein. On va distinguer l'humanité et le reste du règne animal et le reste de la nature par divers critères. Donc il te parle d'Homo sapiens, donc une humanité qui sait, comme si le reste de la nature il savait rien, quoi. Bon, c'est complètement faux. On va parler d'Homo habilis, hein, par le passé, nos ancêtres auraient, le premier, même avant sapiens, aurait été Homo habilis. Donc une humanité habile, capable de faire des choses avec ses petites mains. Bon, c'est négliger le fait que des centaines d'espèces utilisent des outils, construisent des nids, creusent des terriers, utilisent des cailloux, des branches, pour faire tout un tas de trucs, pour chasser, pour se nourrir, pour choper de l'eau, bon, etc. Par exemple, on a vu des singes utiliser des mousses pour éponger du liquide et presser ça dans leur bouche, par exemple. Donc voilà, ils ont fabriqué une sorte d'éponge, enfin, ils ont détourné des mousses pour en faire une sorte d'éponge à eau pour pouvoir se nourrir au lieu d'avoir à lécher pendant 2 heures. Hop, du coup, tu peux absorber avec le. Bon, voilà, on a vu des primates faire ça. Donc voilà, il y en a. J'avais lu un bouquin d'éthologie où il y a 20 ans. Donc je l'ai lu il y a 20 ans. Il devait dater déjà un peu, donc à mon avis on en a beaucoup plus aujourd'hui, mais donc ça recensait au moins 130 espèces qui utilisaient des outils, diverses formes d'outils. Donc c'est juste énorme, et puis voilà. Alors des espèces, ça peut être l'espèce araignée. Or, il y a des tas de sortes d'araignées. L'espèce, ça peut être fourmi, ça peut être primate. Donc il y a des tas de. Donc en fait, c'est des dizaines enfin, en fait, ça doit concerner des milliers d'espèces si on prend chaque espèce, quoi, les petites espèces. Je veux dire, tel type d'araignée, tel type de singe, etc. Donc voilà. Donc en fait, tous les critères qu'on avait établi pour différencier l'homme et la nature. Alors ça amusait beaucoup les philosophes antiques, définition d'Aristote, je ne sais plus qui, ou de Platon, que l'homme est un bipède sans plume, et puis voilà, on avait vu ça en terminale en philo, bon, genre de définition c'est complètement idiot, et donc Diogène avait ramené un poulet déplumé, et puis voilà, il avait dit voilà un homme. Bon, tu peux prendre une autruche, tu peux prendre un singe qui aurait une maladie de peau, ou un bébé singe qui n'a pas encore de poils, et puis ça correspondrait à la définition. Enfin, ces recherches de. En fait, il y a un parti pris, ils veulent d'abord isoler l'homme de la nature, l'humanité de la nature, donc ils cherchent des prétextes, quoi. Ils cherchent des critères qui vont prouver leur connerie. Mais ils ont mis leur connerie avant de réfléchir. Donc, bon, moi je vous affirme que je sais pas mal de choses sur la nature. J'ai lu pas mal de sciences et tout, il n'y a rien qui sépare l'humanité du reste de la nature, hein. Rien, 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 hein. Donc ne dites pas on fait des abris, bah oui, tout le monde fait des abris, hein, dans la nature, tout le monde fait des terriers, des nids, des trucs comme ça, construit des cabanes, enfin voilà, toute la nature se protège du froid, du chaud, du soleil quand il est trop intense, de la pluie, etc., quoi. On fait des cocons, on fait des machins, des œufs. On se protège des chocs, on se protège de. Voilà, toute la nature apprend à se gérer, quoi. Bon. Bon, bon, bon. Bon, ça fait déjà 48 minutes. Bon, donc on est intégralement animaux, hein, et donc il faut arrêter les conneries. Alors ça suppose aussi d'arrêter le génocide des autres animaux, parce qu'on n'est pas censé manger la nature, en fait, hein. Alors, j'ai déjà fait toute l'histoire de comment on était devenu charognard, puis chasseur partiellement, et puis éleveur. J'ai raconté tout ça à ma mère l'autre fois. Bon, on va pas en reparler là. Et donc simplement, on n'a pas à manger les animaux. Précisément parce qu'ils ont une conscience. Voilà. Notamment tous les animaux qui ont un cerveau développé, un système nerveux complexe, ils sont comme nous en fait. Donc si t'es pas cannibale, si tu manges pas ton voisin, mange pas non plus une vache, un chien, un mouton, un cochon, etc. Ne les mange pas. Ils ont un aussi gros cerveau que toi, voire plus. Ils ont un aussi gros cœur, ils ont des émotions, ils ont des sensations, ils ont une pensée, ils ont une conscience, ils ont des relations sociales, ils ont des amis, des ennemis, ils sont en couple,
enfin, plus ou moins comme nous, bon, ça peut être différent. Je te dis pas, ils font exactement tout pareil. Chaque espèce a sa culture, son corps, sa manière de vivre, mais c'est pas la peine de nous séparer d'eux, quoi. On est pareil, donc ne les mangeons pas. Bon, et je vais finir sur... bon, le sexe, on s'en fout. Bon, le sexe, c'est l'évidence, c'est l'émotion est corporelle. Bon, ça va avec Greenberg, c'est pour ça que je les ai associés dans mon plan. L'émotion et une intelligence corporelle, voyez-vous. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de la surcouche de cortex là et puis de tous les outils dont je parlais dans la vidéo sur le rationalisme, puisqu'il n'y a pas de raison sans tous les outils. Donc, je crois que c'est Chaunu qui parlait des orthèses. On parle de prothèse. Si par exemple je me casse le tibia, bon, cette partie-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je me casse l'avant-bras et je mets une prothèse. Hein, si c'est cassé et qu'il faut remplacer, je mets une prothèse. Il y a un autre truc, c'est les extensions du corps. On les appelle des orthèses. Par exemple, si je mets des lunettes pour combler le déficit de mes yeux, et ben ça s'appelle une orthèse. Et on peut dire que toute notre culture, tout le monde extérieur, est une orthèse, c'est une extension du corps et de ses besoins. Donc par exemple, là, si je suis avec des murs et tout, c'est parce que mon corps a besoin de chaleur, d'homéostasie, c'est-à-dire d'une chaleur stable. Et pour garantir cette chaleur, il n'y a rien de mieux que d'être isolé des fluctuations de l'extérieur, parce que ça varie de 20 degrés, 30 degrés tous les jours. Donc voilà. Donc mon corps, il consommerait beaucoup trop d'énergie. Il faudrait que je bouffe tout le temps, etc. Donc ce serait pénible, ce serait douloureux, etc. Donc voilà, c'est mieux de construire un abri. Donc cet abri, en fait, est un système de régulation de ma température corporelle. Donc tout ça est un système d'intelligence corporelle, en fait, vous voyez. Et on peut analyser ça avec tout, quoi. Ta voiture, c'est une extension de tes jambes. Alors bien sûr, avec des roues et machin, on a changé de système technique. Mais c'est juste, ça étend la fonction se déplacer avec ses jambes, quoi. Ça étend la fonction de marcher. Donc un vélo aussi, une moto aussi, un train aussi, un avion aussi, etc. Un bateau, etc. Donc on peut analyser toute la culture comme ça, comme une extension du corps. En fait, toute la culture humaine est juste une extension du corps. Donc les émotions sont l'expression intelligente des besoins du corps, dans les interactions du corps avec les autres corps, avec tout le reste de la nature, je veux dire les autres corps humains, avec les autres corps animaux, les corps végétaux, les corps bactériens, viraux, fongiques, enfin les champignons, les levures, etc. Donc tout le vivant, tous les corps du vivant, et avec la matière. Voilà. Le soleil, le vent, l'air, l'oxygène, l'azote, les poisons de toutes sortes, les métaux, le bois, etc. Enfin, le carbone en général, le silex, je sais pas quoi. Donc voilà. Bon, et je vais finir sur Greenberg. Ouais, bah voilà, j'ai changé de plan du coup. J'avais dit que je finirais sur l'animalité, mais je vais finir sur Greenberg. Et Greenberg, c'est un théoricien thérapeute d'origine juive. Donc il y a beaucoup eu de gens juifs qui ont inventé des trucs formidables, notamment chez les thérapeutes, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup lu, beaucoup écrit. Donc c'est un peuple cultivé. Donc le mélange de culture et de souffrance fait que ce peuple a fabriqué beaucoup d'œuvres géniales. Alors plus trop Israël actuellement apparemment, hein, parce que voilà, un peuple qui est devenu dominant, agresseur, et beaucoup moins productif. Enfin, ils font des avocats sur les terres volées aux Palestiniens, mais à part ça, on voit pas trop ce qu'ils font. Donc je parle de culture juive un peu, enfin, du patrimoine juif, quoi. Il y a beaucoup de belles choses chez eux. Donc Greenberg était un de ces gars, donc issu d'une culture génocidé plusieurs fois, persécuté. Donc il s'est intéressé à ce problème de la résilience, en fait, comment guérir la souffrance quand on a subi des traumatismes, comment revenir à la vie, puisqu'il y a une grosse culture de la vie, de l'amour de la vie dans la culture juive. Et du coup, Avi Greenberg a écrit un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu n'as qu'à chercher sur Google, c'est facile à retrouver. Et il a développé une méthode thérapeutique qu'on appelle la méthode Greenberg. Alors G-R-I-N-B-E-R-G. Voilà. Et la méthode Greenberg, j'en ai fait un peu à Berlin, c'est génial. C'est une thérapeute qui te touche, par exemple, elle te met les mains sur la poitrine ou sur les pieds ou
à divers endroits. Elle contrôle ta respiration. Donc elle te dit ou elle te guide en appuyant ou en désappuyant. Elle te montre quand respirer, voilà, quand inspirer, quand expirer. Donc c'est un contrôle respiratoire, du coup ça a une influence circulatoire. Elle te parle en même temps, donc tu parles de divers trucs et ça fait travailler ton monde mental. Tu fermes les yeux ou tu ouvres les yeux suivant les cas. Et du coup, rien qu'en faisant ça, elle m'a fait un effet terrible. Elle me faisait avoir chaud, là où elle voulait. Hein. Elle me touche à cet endroit et elle me dit que je ressens du froid. Et ouais, je commence à geler de ce côté, quoi. Elle me dit ça se réchauffe maintenant. Elle appuie un peu et ouais, ça se réchauffe. Ça m'a semblé. C'est le genre de truc où moi, si tu me disais ça, sans que je l'ai vécu, c'est le genre de truc où je te dis, ouais, bon, moi ça me laisse sceptique ces trucs-là. Bon bah là, je suis plus sceptique puisque je l'ai vu sur moi, donc voilà, c'est pas les aliens. Donc ça a révélé la vérité des théories de Greenberg, parce que voilà, j'ai la preuve pratique, c'est pas un scientifique qui me le dit dans un labo et puis j'ai lu un livre. Non, je l'ai vécu dans mon corps. Donc ouais, tu peux causer une sensation de froid par la respiration et par le toucher, et par la suggestion, évidemment. Il y a une grosse part de suggestion, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, donc il y a un contrôle juste par la communication, la parole et un peu de contact. Il y a un contrôle des émotions du corps, de ses sensations, etc. C'est assez fou. Et donc, ça révèle que l'émotion est fondamentalement une bonne chose, qui veut dire quelque chose, et qu'il ne faut pas les réprimer. Il faut les exprimer. Voilà. Notre culture est largement répressive vis-à-vis des émotions. C'est tais-toi, ne sois pas en colère, ne rigole pas aussi. Les profs nous disent sans cesse, on rigole pas aujourd'hui, c'est sérieux. Ah, on rigole pas. Donc répression de la joie en fait. Hein. Les enfants ont une joie de vivre, les profs leur disent, et pas mal de parents répressifs leur disent, ferme ta gueule, sois sérieux. Voilà, donc ils tuent ta joie de vivre. Et ils trouvent que c'est bien. Bon, évidemment que la joie de vivre, moi les jours où je suis content, où je suis euphorique, etc., bah, c'est les meilleures journées. Donc ne tue pas ta joie de vivre et n'écoute pas tous ceux qui veulent tuer ta joie parce que c'est des rabat-joie et c'est des tueurs de vie, quoi. N'écoute pas la mort, du coup. Donc profs, parents répressifs, vous êtes la voix de la mort, ben dégagez de nos vies, quoi. Nous on est fait pour être vivants et pour jouir de la vie. Voilà, c'est une fonction vitale aussi, la joie. Voilà. Donc Greenberg a montré que des traumatismes parfois anciens, d'enfance par exemple, ou anciens, d'il y a 30 ans, voilà, tu as 60 ans, tu as subi un traumatisme à 30 ans, eh bien ça s'est en quelque sorte enquisté dans ton corps, et ça va se sentir dans des tensions, des douleurs à certains endroits, ça va faire des fixettes, ou bien tu vas plus t'occuper de telle partie de toi qui va pourrir, genre ma mère avec ses pieds, par exemple, ma mère avec ses jambes. Voilà. Donc les expériences peuvent se transformer en sorte d'émotions stockées dans des endroits du corps. Voilà. C'est important de savoir ça, parce que du coup, si vous avez des blocages dans votre vie, sachez qu'une thérapie par la parole, ça suffit pas, et que des médocs chimiques prescrits par des psychiatres, c'est totalement maboule, c'est totalement inadapté. Donc ces gens-là devraient être en prison. Non seulement c'est des dealers, mais c'est des empoisonneurs. Cette médecine-là est totalement incompétente et super dangereuse. Pourtant, c'est la médecine officielle. Mais ces gens-là sont des voyous. Leur science est basée sur rien du tout. Alors que Greenberg, lui, il a raison. Mais ça, ils ne te le prescrivent jamais. T'as pas de thérapeute Greenberg en prison, par exemple. Alors que ces gens en auraient bien besoin. Ils en ont des blocages physiques. Ils ont de la colère et de la haine qui sont devenus une musculature ou une ossature. Voilà. Ces gens-là ont besoin de frapper, par exemple. Hein, les frappeurs, les agresseurs, les tueurs, c'est ça leur problème. Ils ont de la colère qui a été stockée dans leur corps. Maintenant, ils l'ont développée sous forme de muscles en pensant que c'était une bonne chose, comme s'ils en avaient besoin. Parce que c'est devenu des machines de mort, des machines d'agression. Ces gens-là, si on les caressait tout simplement, si on leur donnait des câlins, de la tendresse, ça calmerait leur colère. Ils dégonfleraient, hein, ils auraient plus besoin de faire des pompes 400 par jour dans leur cellule à con, comme tu vois comment j'adore la musique de PNL, ou de Booba, ou de plein d'autres. Mais leur culture du corps, elle est juste névrotique, et ce qu'ils montrent dans leur corps énorme, t'as vu comment il est devenu?
il s'est fait des... Bon, bah ça, c'est l'humiliation, en fait. La musculature des gars de PNL ou de Booba, c'est un dispositif contre l'humiliation de vivre dans un pays raciste, de vivre dans une catégorie sociale opprimée, de vivre dans un habitat urbain dégradé à mort, d'être déconsidéré de tous les côtés, de ne pas avoir droit à la satisfaction de ses besoins vitaux, de se sentir pas aimable aussi sexuellement, amoureusement, de ne pas avoir droit à la tendresse, d'avoir été abandonné, etc. Toutes ces maltraitances-là, c'est devenu une douleur dans leur corps, et ils ont développé leur corps comme un dispositif contre ces humiliations, en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup de rappeurs sont des boules de muscles, parce qu'en fait, c'est une sorte de kyste musculaire contre leur souffrance psychique et émotionnelle. Voilà. Mais du coup, ils n'ont pas trouvé la solution, eux non plus, en fait. Ils sont comme les psychiatres, ils prennent le mauvais médicament. Donc faire des pompes pour lutter contre l'humiliation, c'est pas terrible, en fait. C'est pas terrible. Pour lutter contre l'humiliation, le mieux c'est l'amour. Et le muscle, je vois pas en quoi ça t'aide. Voilà. Et PNL exprime ça très bien dans sa musique, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il rejette l'amour, etc. Donc lui-même, il le sait, ça le torture. Il le répète de chanson en chanson. Booba aussi d'ailleurs. Ils disent t'es qu'une tepu, etc. Parce qu'en fait, ils se sentent pas aimables. C'est ça qu'ils trahissent. Et c'est ça qu'ils demandent en fait. Leur demande est formulée de manière paradoxale, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on les trouve beaux, qu'on les trouve attirants, qu'on les trouve sympas, qu'on les trouve doux, qu'on les trouve tendres. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils le disent comme ça, ouais, t'es qu'une grosse tepu, je te nique la chatte, etc. Bon, bah toi t'es un clown, t'es malade, et tu te guéris par les mauvaises manières. Donc voilà, j'avais pas du tout prévu de parler de ces gens, mais ce sera ma conclusion. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, une bonne nuit, et bonne chance avec votre vie et votre corps.